Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, regain de violence et de tension dans la région du nord-ouest Cameroun. Déjà 3 gendarmes tués en 2 jours dans cette partie du pays. Les 2 derniers ont été abattus à Bamenda et à Bafou, des localités dans lesquelles on a enregistré des multiples affrontements entre forces de sécurité et population ces derniers jours. Les auteurs de ce crime ne sont pas encore identifiés. Le spectre d'une catastrophe du type de celle de Samefoulane à Yaoundé en 1998 plane sur un quartier à Douala. Des produits pétroliers déversés dans un drain du quartier Mbopi, ici dans la capitale économique, exposent la zone à un risque élevé d'incendie. Et comme à Yaoundé en 1998, les populations ont pris d'assaut ce lieu pour recueillir du carburant à l'aide de multiples récipients ce jour. Cela sans prendre en compte le danger qui les guette. Les autorités de la ville sont restées drôlement silencieuses à ce sujet toute cette journée. Et puis à l'étranger, l'opposition maintient la pression dans les rues au Togo. Des milliers de manifestants ont marché depuis hier sur les rues de Lomé pour demander le départ de Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Bonsoir encore mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition du journal. On assiste dans un regain de tension et de violence dans la région anglophone du pays, plus précisément dans la région du nord-ouest. Depuis quelques jours, 2 gendarmes ont encore été tués la nuit dernière dans 2 localités de la région du nord-ouest précisément, et cela à moins de 24 heures après le meurtre d'un autre élément des forces de sécurité. Cela s'est produit à Djakiri, dans la même région. Dans toutes ces localités, on assiste depuis quelques jours à des affrontements vifs entre population et forces de l'ordre. Pour l'heure, les auteurs de ces crimes ne sont pas encore identifiés. Et je vous invite à présent à écouter la réaction du secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bokam, est revenu sur les circonstances dans lesquelles sont décédés ces 3 gendarmes en marge d'une rencontre à Yaoundé. Le secrétaire d'État à la Défense a réaffirmé la détermination du gouvernement à continuer à maintenir la sécurité des biens et des personnes dans la partie anglophone du pays. L'ambassadeur de France présent à cette rencontre a appelé au calme dans cette partie du Cameroun. Des précisions avec Guy Zogon et Emmanuel Diop. Après que la situation s'est subitement dégradée à Bamenda, avec l'assassinat de 3 gendarmes par des inconnus en 48 heures, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie rappelle les circonstances dans lesquelles ces actes sont survenus. Comme hier, aujourd'hui, nous avons perdu cette nuit 2 éléments qui étaient en situation opérationnelle, en train d'assurer le maintien de l'ordre renforcé dans la ville de Bamenda, qui est le chef-lieu d'une des 2 régions où les gens essayent de proclamer leur indépendance. Donc, ils ont été surpris par des terroristes qui les ont agressés, qui malheureusement ont réussi à tuer 2 d'entre eux. Il ajoute que des arrestations ont eu lieu, mais que la recherche d'autres personnes mises en cause dans ces attentats se poursuit. Nous sommes à l'heure actuelle en train de mener des enquêtes, de faire des ratissages pour essayer de mettre la main sur les coupables. On a mis la main sur un certain nombre d'entre eux. Le travail se poursuit. La lutte que nous menons là-bas dépasse aujourd'hui le simple maintien de l'ordre renforcé. Nous avons affaire à une bande de terroristes qui se déguisent en, je crois, séparatistes, sécessionnistes ou quoi, alors qu'ils ont un agenda caché. Pour le patron de la gendarmerie, ces actes n'empêchent pas le corps qu'il dirige de contrôler la situation sur le terrain. Rassurez-vous, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que l'ordre et la paix règnent dans cette partie du territoire, sans chantage, sans marchandage. Et c'est pour l'intérêt de toute la nation. La nation est une et indivisible. Pour sa part, l'ambassadeur de France au Cameroun
dit soutenir le dialogue et appelle à l'arrêt de tout acte de violence. Je ne peux qu'une fois de plus qu'encourager le dialogue et l'arrêt de toute violence. Ça ne mène nulle part. Le Cameroun est un pays que je découvre depuis plus d'un an, fait de multiples atouts, de richesses, de paysages, d'hommes, et vraiment les gens peuvent et doivent vivre ensemble comme ils ont vécu ensemble depuis des décennies. Les questions qui posent des problèmes doivent être débattues dans des enceintes appropriées en excluant toute forme de violence. Pour le moins, c'est un nouveau tournant que la crise anglophone prend avec ces développements. Et nous l'apprenons à l'instant de nos correspondants sur place dans la région du Nord-Ouest. 2 présumés assassins des gendarmes abattus dans cette région ont été neutralisés. L'information a été donnée ce mercredi soir par les forces de sécurité qui n'ont pas, par contre, souhaité dévoiler les identités des assaillants neutralisés. Dans le même temps, l'on apprend de la réunion de sécurité tenue ce mercredi à Kumbo dans la région du Nord-Ouest que l'arme arrachée des mains du gendarme Bienvenu John Lai, qui avait été donc abattu lundi, a été retrouvée dans la journée. Cette arme a donc été retrouvée près d'une église. La journée est restée très tendue dans le Nord-Ouest ce mercredi. Et la crise anglophone qui s'écoule, la partie anglophone du Cameroun a-t-elle quelque chose à voir avec le vaste mouvement observé hier au ministère des Relations extérieures? C'était un soupçon jusqu'ici. Eh bien, ce n'est plus le cas puisque des hauts responsables de ce département ministériel le confirment, même si ces derniers affirment que les mouvements des diplomates camerounais enregistrés hier dans des ambassades répondent à une logique de gestion des carrières. Ces hauts responsables du ministère des Relations extérieures reconnaissent toutefois que la crise sociopolitique que traverse le Cameroun a pu dicter quelques choix. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo, une fois encore. 10 ans après les dernières nominations intervenues au ministère des Relations extérieures, Paul Biya vient d'y redéployer le personnel. Pour le ministre plénipotentiaire hors échelle et ancien chef de la cellule de gestion des carrières des personnels diplomatiques au ministère des Relations extérieures, Apollinaire Tité Amogui, ces nominations s'expliquent par les nécessités dictées par l'organigramme de ce ministère. Les services centraux et extérieurs du ministère des Relations extérieures avaient sous la main des cadres bien formés, en grand nombre, qu'il y avait beaucoup qui étaient en complément d'effectifs, en service à l'administration centrale du ministère des Relations extérieures. Et il fallait naturellement que le chef de l'État leur donne des postes de travail responsabilisés et individualisés. Selon ces explications, les critères mis en avant répondent également aux règles prévues par le décret réorganisant la fonction diplomatique au Cameroun. Il y a une parfaite symétrie entre les grades de ceux qui ont été promus hier et les fonctions auxquelles ils ont été promus. Et c'est une disposition qui est prévue en l'article 136 et 137 du décret du chef de l'État organisant le ministère des Relations extérieures, qui veut que quand on est secrétaire des Affaires étrangères, on occupe une fonction équivalente. Quand on est conseiller des Affaires étrangères, on occupe une fonction équivalente. Il en va de même pour les ministres plénipotentiaires. Il en résulte sur le terrain un chamboulement de grande ampleur qui intervient aussi après la gestion plutôt moyenne de la crise anglophone. Tout ce qui pouvait encore avoir prétention à l'application du décret de 1987 fixant le cycle de rotation dans les missions diplomatiques et les services centraux ont été redéployés ailleurs. Sinon, tout ce qui était allé au-delà des 7 ans de service prévus par le texte de référence dont j'ai parlé ont été systématiquement rappelés à la centrale. Ça veut donc dire qu'en ce moment, l'outil diplomatique au niveau des collaborateurs des chefs de mission diplomatique a été renouvelé pratiquement à 99%. Au demeurant, poursuit le diplomate, ce redéploiement rassure les diplomates camerounais. Certainement qu'aujourd'hui, l'état d'esprit est meilleur et les jeunes vont se sentir rassérénés, rassurés et plus engagés à se mobiliser comme tel a toujours été le cas derrière les objectifs de politique extérieure. Dans une sorte de plaidoyer pro-domo, Apollinaire Tité Amogui rejette les accusations d'attentisme portées contre la diplomatie camerounaise et rappelle les principes
de cette profession. La diplomatie, ce n'est pas un spectacle public. La diplomatie étant encore de souveraineté, aménage ses processus de prise de décision, son calendrier, son agenda, hors du grand public. Ce qui fait que les attentes ou la perception du grand public ne sont pas forcément celles de la diplomatie, parce que c'est un corps qui mérite de mûrir les décisions qu'il faut prendre, d'expliquer ces décisions, parce qu'il y va de la visibilité, de l'identité, de l'authenticité et du rayonnement d'un État. Tout de même, il aura fallu 10 ans pour que les diplomates camerounais soient à nouveau à l'honneur. Et parmi les mouvements observés hier au ministère des Relations extérieures, une nomination qui fait polémique, il s'agit de celle de l'épouse de Maurice Kamto, président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti de l'opposition. Certains y voient un copinage entre l'ex-ministre du régime et le pouvoir en place. Pour le ministre plénipotentiaire Apollinaire Tita Mougui, cette diplomate chevronnée a été promue pour son mérite et la polémique soulevée à l'heure actuelle n'a pas lieu d'être. Nous l'écouterons sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. Je le dis, un scandale écologique expose les populations du lieu-dit Pongodi au quartier Mbopi à Douala à un risque élevé d'incendie et même des infections. Des produits pétroliers déversés dans un drain de ce quartier dégagent des odeurs nauséabondes et comme en 1998 au quartier Sam et Foulane, les populations se sont lancées à l'assaut de ces produits qu'elles recueillent dans des bidons et autres récipients. Les autorités de la ville de Douala sont restées totalement silencieuses face à toute cette situation, cette journée. Des précisions dans ce reportage de François Dikoumet et Sylvestre Hippolyte Zangao. Une éponge trempée dans l'eau, puis pressée dans un seau. Ensuite, le liquide qui dégage une odeur d'hydrocarbures est mis dans des bouteilles sous un soleil de plomb. Plusieurs jeunes du lieu-dit Pongodi à Douala se sont employés à recueillir cette substance sur la surface de l'eau tout au long de cette journée du 8 novembre 2017. Pourtant, bien conscients du risque que cette activité représente, ils sont nombreux à avoir cédé à la tentation. On a peur des risques, mais quand on voit le jour, est-ce que quelqu'un a peur? On attend seulement ce qui arrive. J'ai indemnisé quand même. Vous voyez comment les riverains du quartier sont en train de faire. Tout le monde essaie de plonger les mains dans la saleté, dans le carburant. Bon, on ne sait pas comment est-ce que tout à l'heure nos enfants vont se porter à la maison et nous-mêmes, mais on essaie de faire avec ce qu'on a. Que s'est-il exactement passé pour que cette activité ponctuelle naisse? Des riverains racontent. Depuis 2 h du matin, ça a commencé à sentir. Moi, je me suis levée, arrêté le ventilateur parce que ça m'étouffait. J'ai demandé à mon mari qu'est-ce qui se passe comme ça, c'est le gaz. Il me dit non, c'est comme si c'est les odeurs des carburants. Depuis 2 heures comme ça, il y a une femme enceinte qui est allée à l'hôpital. Jusqu'à ça a provoqué, elle a accouché. L'odeur là vraiment est désagréable dans le quartier. Moi, je me suis même levé à 2 heures, je croyais peut-être que c'était une fuite de gaz. C'est là où j'ai vu que vraiment le carburant coulait dans l'eau où vous voyez là. Les habitants de ce quartier ont donc été surpris dans leur sommeil par l'odeur de ce liquide qui s'est déversé dans l'eau. Le jour levé, les plus opportunistes ont bravé le danger au risque de faire prendre un coup à leur santé. Bien dommage, affirme l'environnementaliste Didier Imkwa, descendu sur les lieux. Les enfants manipulent les hydrocarbures au menu. C'est un produit cancérigène. Ça peut cacher l'incendie. Deuxièmement, il y a des odeurs, parce que ça fait depuis 2 heures du matin. En fait, c'est les composés organiques volatiles qui sont très très toxiques et dangereux lorsqu'ils sont inhalés. Il ne faut pas oublier le milieu, la rivière Mbopi. Donc ces eaux-là vont entraîner ces hydrocarbures-là tout le long. Ces eaux-là vont contaminer les ressources en eau souterraines, superficielles et même les plantes jusqu'au vouri. Et là, ça peut aussi contaminer les ressources halieutiques qui peuvent, par des phénomènes de bioaccumulation, retrouver dans nos plats de nourriture. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers, arrivés un peu après 2 heures du matin, ont vite fait de sensibiliser les populations sur ces risques. Mais ils n'ont visiblement pas été entendus. Jusque dans l'après-midi, aucune autorité de la ville n'avait effectué une descente pour s'enquérir de la situation. C'est la brigade régionale des inspections environnementales qui a rejoint les reporters d'Equinox Télévision sur le terrain un peu après 12 heures.
Elle a ouvert une enquête afin de déterminer l'origine de ces hydrocarbures, dont les conséquences pourraient être lourdes sur l'environnement et la santé des populations. C'est ainsi que ça avait commencé il y a quelques années au quartier Sam dans la ville de Yaoundé. Des Camerounais étaient venus recueillir du carburant et quelques heures après, ils sont nombreux qui avaient perdu la vie dans un grave incendie. Au quartier Ngodi, dans la ville de Douala, la situation est pratiquement en train de se répéter depuis les premières heures de cette matinée du 8 novembre 2017. Et sur le théâtre des opérations pour Equinox Télévision, François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangao. Et je vous propose à présent de suivre la réaction du contrôleur régional des inspections environnementales du littoral qui semblait lui-même ne pas maîtriser la situation ce matin. Paul Fotsing est au micro de Sylvestre Hippolyte Zangao. Nous sommes en train de constater qu'il n'y a plus d'époulement, tel que les témoignages des uns et des autres sont en train de signaler. Nous on constate une eau un peu claire avec les traces. Quelques traces d'hydrocarbures, donc on ne peut pas se prononcer. Mais pour l'instant, on nous a montré un regard là-bas en haut, sortant d'une barrière, ce qui fait que l'investigation va nous permettre d'établir les responsabilités et de voir qu'est-ce que la loi prévoit, les sanctions prévues par la loi. Sur les hydrocarbures, on sent les odeurs et l'échantillon que nous avons prélevés et les traces même. Tout à fait autre chose à présent. Une association interdite de marche à Yaoundé, dans la capitale. La marche de l'association nationale des opérateurs du secteur informel prévue ce jour dans la capitale Yaoundé a été interdite par les autorités administratives. L'initiateur entendait aller jusqu'à la présidence de la République, porter leurs revendications au chef de l'État lui-même. Il s'agit entre autres du recasement des opérateurs du secteur informel, recasement instruit depuis septembre 2014. Autre revendication, le remboursement des Camerounais floués par le projet PID, le programme international pour le développement. Je vous propose à présent de suivre cette réaction de Yimga Moussa, c'est le président de cette association des opérateurs du secteur informel. Le remboursement de l'argent de PID est escroqué par la coopération France-Cameroun parce que les gens ont utilisé le drapeau de la France pour escroquer les opérateurs secteur informel. Ils ont escroqué plus de 4 milliards. Il fallait apporter 10% pour l'apport personnel. Vous donnez des garanties, c'est-à-dire que ce soit les papiers des voitures, que ce soit les papiers des terrains, c'est-à-dire les titres fonciers, les certificats de propriété. Et après 3 mois, on devait vous financer. Mais chose curieuse, les acteurs et les prestataires ont fait donc cela. Et à la fin, n'ont pas eu ni le financement, ni le paiement de leurs factures. Moi, on ne parle de suivi-t-il. Il y a le problème de ce recasement que le chef d'État avait demandé, c'est-à-dire l'extension du marché Mokolo. Parce que le marché Mokolo, c'est 11 hectares. Mais avec 5 hectares qui est occupé, nous avons donc proposé au chef d'État les 6 hectares, c'est-à-dire l'extension du marché Mokolo, les 6 hectares. Mais malheureusement, ces gens, quand nous avons des institutions, ils ont bafoué les institutions du chef d'État. Nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que ces ministres-là, est-ce que le chef d'État a encore la même mise sur ces ministres? Parce que quand il finit de voler l'argent qu'il a donné pour recadrer le secteur informel, ils organisent les marches vers l'avenue de 20 mai pour dire au chef d'État que le pays se porte bien. Et avoir dénoncé le détournement en fonds publics, ça nous a coûté 21 jours au leader, garde à vue administrative. Et laissez-moi vous dire, si les enfants n'arrivent plus à manger, ces jeunes avec des diplômes dans leur poche, ils ne parviennent pas à se nourrir, ni envoyer les enfants à l'école. Ils sont abandonnés eux-mêmes sur la pluie. C'est pourquoi nous disons que la récréation est terminée. L'approche CASEM au service des petites et moyennes entreprises dans la région de l'Est, la méthode japonaise d'accompagnement des entreprises vient d'être présentée aux opérateurs économiques du soleil levant. Plus pratique et moins onéreuse, l'approche CASEM permet de booster les entreprises. Explication Benjamin Issam. Les PME de la région de l'Est ont désormais de quoi booster leur performance. Inspiré du modèle japonais d'accompagnement des PME, le gouvernement vient d'implémenter l'approche Kaizen. Il faut dire que le programme Kaizen, dont nous lançons l'implémentation aujourd'hui dans les autres régions,
a été lancé depuis 2015 par le ministre en charge de PME en collaboration avec notre assistant technique, la JICA, la coopération japonaise. Donc pendant cette période, nous avons eu à former des consultants privés et publics et nous nous sommes dit l'agence de promotion de PME doit s'approprier après la phase pilote ce programme pour accompagner les PME à améliorer leur performance. L'agence de promotion des petites et moyennes entreprises a déjà introduit le concept dans 40 PME et formé une quarantaine de consultants et d'inspecteurs. 10 petites et moyennes entreprises ont été sélectionnées dans la région de l'Est. Lorsque nous avons engagé la phase de sélection des entreprises, la région de l'Est a été celle qui a eu plus d'entreprises qui ont répondu positivement au programme Kaizen. L'approche Kaizen est un modèle de management développé par l'industrie japonaise, un processus basé sur des actions concrètes, simples et peu onéreuses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une sorte d'esprit d'équipe qui doit se développer et qui ne demande pas de grands investissements. Donc c'est vraiment, je pense quand même qu'il y a une grande possibilité de succès au Cameroun pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Les opérateurs économiques de l'Est ne peuvent que saluer l'initiative de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. On sait le niveau de développement. Et chez nous, on peut appliquer ces méthodes. C'est pas simple, ça n'a pas besoin de création. C'est juste de l'ordre dans l'entreprise, l'ordre dans les finances, l'ordre dans la gestion, l'ordre même dans le travail, le savoir-faire aussi. Donc c'est tout ça qui fait en sorte qu'une entreprise devrait évoluer de manière positive. Ainsi entendu, on aura mis un terme à certaines formes de gaspillage tout en réduisant les charges de l'entreprise. En publie information des chocolatiers français et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café unissent leurs forces pour valoriser le cacao camerounais. Ces producteurs viennent donc de signer un protocole d'accord à Yaoundé. C'était dans le cadre de la 6e édition du Festi Cacao ouverte par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Des précisions avec Marcelin Gansop. C'est un partenariat qui restera gravé dans l'histoire du CICC. L'interprofession se met aux côtés des maîtres chocolatiers français pour apporter une pierre de plus à la valorisation du cacao camerounais. La plus-value évidente est de pouvoir proposer à terme à l'ensemble de nos adhérents un cacao de qualité, de pure origine venant du Cameroun et qui puisse être utilisé dans nos recettes et donc vendu dans nos boutiques. Donc ce que je leur conseillerais aujourd'hui, c'est d'écouter et de suivre scrupuleusement tous les conseils et les bonnes pratiques qui vont être implémentées d'ici peu par le CICC sur le terrain. Le protocole d'accord, signé par le président du CICC et celui de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France, vise le renforcement de la professionnalisation des producteurs, ce à travers la généralisation des formations aux bonnes pratiques et à la démarche zéro défaut sur le cacao made in Cameroun. L'intérêt à leur niveau étant qu'ils auront un prix vraiment au-dessus de ce que offre le marché de cacao à Londres. Mais c'est subordonné à la qualité. Quelqu'un qui veut venir vendre son cacao qui a été mal fermenté, qui a été mal séché, les chocolatiers avec lesquels on a signé la convention aujourd'hui ne prendront pas ce produit. Les producteurs, et notamment ceux du programme New Generation du CICC, sont les principaux bénéficiaires du partenariat naissant. À charge pour eux de produire un cacao de qualité supérieure, répondant aux exigences des chocolatiers français. Une des motivations des chocolatiers à venir au Cameroun, c'est justement le projet New Generation. Maintenant, il est juste question, avec ces jeunes, de les organiser dans des coopératives bien structurées, bien fortes. Et c'est à ça que le CICC va s'atteler, pour que ces jeunes qui ont déjà tous les prérequis, qui pratiquement en 3 ans de formation sont en mesure de vous faire du cacao zéro défaut. Une conférence thématique et une fois exposition constituent les autres temps forts de la 6e édition de Festi Cacao.
Occasion pour les acteurs de la filière de présenter les fruits de leur ingéniosité. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer les 1 millième de ce qu'on peut faire avec le cacao. Là, je vais vous parler du nectar de cacao qui se fait à base de la poudre de cacao, du lait. Le lait est très riche en calcium, en magnésium et tout ça. Globalement, ça devient une boisson très vitaminée. Les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir conditionner notre liqueur en bouteille. Au-delà de la crise, l'excellence, tel est le thème qui encadre cette 6e édition de Festi Cacao. Un instant de réarmement moral des acteurs de la filière qui ne doivent aucunement baisser les bras devant la chute vertigineuse des prix. Les perspectives sont promoteuses et l'espoir est permis. Nous avons pensé en nouant ce partenariat avec la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Nous avons voulu, n'est-ce pas, aller vers ce type de cacao fait main, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire la transformation artisanale, les marchés de niche qui, eux, sont de loin rémunérateurs. Imaginez aujourd'hui la tablette qui se vend facile autour de 13 € et le retour au producteur, il n'est pas loin de, bon, on va dire 2 à 3 €. C'est-à-dire quelque chose comme 1300, 1500. C'est beaucoup mieux que des 800 à 900 francs aujourd'hui, bord champ. La page de Festi Cacao 2017 est tournée. Rendez-vous est pris pour la 7e édition en 2018, avec l'espoir que le marché connaîtra une remontée des prix à la hauteur des sacrifices et attentes des producteurs. Toujours dans la chemise des publi-informations, le nouveau préfet du département du Fako vient d'effectuer une visite à la Sonara à Limbé, occasion pour le nouveau patron de cette unité administrative de faire connaissance avec le fonctionnement de cette entreprise. Cette visite rentrait dans le cadre de sa tournée socio-économique. Des précisions dans ce reportage. La Société nationale de raffinage Sonara accueille un invité de marque dans ses locaux. Il s'agit d'Engamba Emmanuel Ledoux, préfet du département du Fako, région du Sud-Ouest. Pour cette première visite de prise de contact à la Sonara, le directeur général de la structure, Ibrahim Talbamala, a mis les petits plats dans les grands. Tout le staff administratif, regroupé dans la prestigieuse salle de réunion, s'est mobilisé pour immortaliser ces vifs échanges avec l'autorité administrative. Dans son allocution, le directeur général de la Sonara, Ibrahim Talbamala, a remercié son hôte pour les dispositions sécuritaires mises en place pour la protection de cet important pôle économique qu'est la Sonara pendant les périodes de troubles. Soucieuse du bien-être des populations environnantes, la Société nationale de raffinage a conçu et mis sur pied un précieux document sur la responsabilité sociale et sociétale au profit des communautés villageoises. Il s'agit entre autres de la mise à disposition des infrastructures éducatives, des équipements médicaux, du matériel didactique et enfin la construction des toilettes modernes. La phase de nous pas encore commencé et avec l'appui du gouvernement, c'est-à-dire les garanties de l'État et tout le soutien de l'État, dès qu'on finit en mars, on nous a dit que nous pouvons enchaîner avec la phase 2. Et l'avantage de la phase 2, c'est qu'au-delà de donner les marges aux bénéficiaires et l'amélioration, le traitement du pétrole brut camerounais qui se marque, ça crée aussi des emplois pendant la période du projet. C'est important pour un pays en développement comme le Cameroun. Des œuvres saluées par le préfet du département du Fako. Ça m'a fait toujours de caméras. Let people understand on a told us the reason why the Jews here took the initiative of making in his encourage to let people accomplish what it the activities of Sonara, which is the most important in this country. Ce dernier a réaffirmé sa détermination et son engagement pour une collaboration étroite avec la Sonara. La tournée économique du préfet s'est achevée par une visite guidée à l'usine de la Sonara. La délégation a pu apprécier l'impressionnant matériel utilisé par la structure. La Société nationale de raffinage a été créée en 1973.
Depuis le démarrage du raffinage, elle dessert non seulement la sous-région Semac, mais aussi d'autres régions du continent africain et même au-delà. Cette note à l'étranger avant de refermer ce journal. L'opposition togolaise, nous le disions, maintient la pression sur le régime de Faure Gnassingbé Eyadema. Des milliers de manifestants sont donc sur les rues de Lomé depuis hier pour demander le départ et la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Cet Egbole répond à l'appel de l'opposition qui exige la fin du règne du président Faure Gnassingbé. La réforme et le régime donc de Faure Gnassingbé est confronté depuis le mois d'août dernier à une crise politique aiguë et sociale qui est devenue donc difficile à gérer dans les villes togolaises. Le bastion des opposants est à Lomé. Les tentatives de rassemblement autorisées ont été dispersées par les forces de sécurité depuis hier dans ce pays. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre juste après ce journal dans vos programmes phares de ce mercredi. D'abord, Actu Santé avec Flavien Dongo et puis bien sûr 237 le débat qui sera donc conduit comme d'habitude avec Duval Fangwa. Bonne soirée sur Equinox Télévision.